Bonsoir à toutes et tous, merci d'être venus. Donc nous accueillons ce soir Smaïl Goumeziane, universitaire spécialiste de la Méditerranée, du monde méditerranéen, ancien ministre, et qui donc a écrit en 2016 L'islam n'est pas coupable, aux éditions Non-Lieu. Et je pense que Smaïl a quelques exemplaires que vous pourrez vous procurer à la fin de la rencontre. Smaïl, je te laisse faire une présentation le temps que tu souhaites, 10-15 minutes, et ensuite on lancera le débat, je poserai une première question, et ensuite vous aurez la parole. Merci à toi, Smaïl. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je tiens tout d'abord à remercier la Fondation Jean Jaurès pour cette invitation à venir débattre avec vous de ce livre, et pas seulement, peut-être d'autres questions liées à l'actualité plus immédiate. Alors je voudrais, avant de présenter un peu le détail de l'ouvrage, expliquer l'origine de ce livre. Moi, à l'origine, comme Alexandre vient de le rappeler, j'étais ancien ministre du Commerce, plutôt universitaire, économiste à l'Université Paris-Dauphine, et donc j'étais probablement assez loin de toutes ces préoccupations sur l'islam. Je ne suis ni islamologue, ni théologien, ni spécialiste des religions. Donc beaucoup de gens m'ont dit « mais qu'est-ce que tu es allé faire dans ce pétrin à essayer de comprendre ?» Cette envie de comprendre ce qui se passait m'est venue à la suite de deux événements importants. Le premier événement, c'est l'annonce du califat par El-Baghdadi au niveau de l'Irak et de la Syrie. J'ai été profondément choqué de voir je m'inquiétais de voir comment un illustre inconnu comme El-Baghdadi pouvait construire en si peu de temps un pseudo-État doté d'un armement, de financement énorme, etc., être en capacité de nuire non seulement à la Syrie et à l'Irak, mais aussi au reste du monde à travers les actions, les attentats qu'il a très rapidement menés aux quatre coins du monde. Donc ça a été le premier choc. Je me suis dit, même s'il y a eu par le passé des situations un peu similaires dans plusieurs pays arabes, dont l'Algérie, dont je suis originaire, je trouvais que là, c'était peut-être quelque chose de fondamentalement nouveau qui arrivait. Le deuxième choc, ça a été, comme beaucoup d'entre vous, l'attentat de Charlie Hebdo. On a beau savoir que le terrorisme est toujours terrible, et je le savais d'autant plus que dans mon pays d'origine, la lutte contre le terrorisme avait fait dans les années 90 près de 200 000 morts. Donc je savais que le terrorisme, de quoi il était capable. Mais à ce point, en termes de terreur, ça a été le deuxième choc. Et puis un troisième choc qui m'a également perturbé, c'est la manière dont, aussi bien en Occident d'ailleurs, dans les milieux politico-médiatiques que dans les pays musulmans eux-mêmes, c'est la réaction face à ces attentats, face à ces horreurs, et donc une tendance, pour faire court, à soit tout imputer à l'islam dans ce qui est arrivé dans les pays du Moyen-Orient et dans les pays occidentaux, soit inversement considérer que c'était une affaire purement occidentale et que l'Occident, finalement, l'avait bien cherché pour différentes raisons. Il n'avait que ce qu'il méritait. Donc je me suis dit, là, il y a une série de chocs qui me préoccupaient et je me suis dit, bon, je ne suis pas spécialiste, comme je le disais tout à l'heure, mais je vais essayer de comprendre. Dans ces moments-là, peut-être que plutôt que de réagir à chaud, peut-être qu'il faut essayer de comprendre. Et donc, je me suis mis à la tâche. Et pour comprendre, je me suis rendu compte qu'il fallait aller très loin et qu'il fallait remonter jusqu'à l'origine de l'islam. Et donc, le livre est un petit peu le résultat de cette quête de sens, de compréhension, de connaissance, à la fois pour moi-même, mais aussi pour un certain nombre de gens qui, autour de moi, commençaient à me dire au travail, notamment dans la population des émigrés, qui me disaient « mais
on nous pose des questions au travail, sur notre lieu de travail, et on n'a pas de réponse. On est bien embêté face au discours ambiant. On n'a pas de réponse sérieuse à aborder. Donc, il fallait écrire ce livre, et il fallait en tout cas le traiter d'un point de vue à la fois historique, d'un point de vue théologique aussi, d'un point de vue scientifique, et essayer de rendre compte de ce que cette évolution de l'islam depuis les origines avait pu traverser dans le temps historique comme difficulté, comme problème, comme solution, et essayer de trouver à travers ce cheminement les raisons qui pouvaient expliquer l'horreur d'aujourd'hui. Et donc c'est un peu le résultat de ce travail. Ce livre est composé d'un certain nombre de chapitres qui partent donc depuis les origines, depuis la révélation et l'avènement de la prophétie, en passant par les textes fondateurs donc, de l'islam, dont j'essaye de comprendre les principaux éléments. Ensuite, l'évolution, la succession aux prophètes et l'évolution des différents califats qui vont durer quand même 13 siècles, c'est pas rien. Donc il y a une forme de gouvernance qui est là et qui va se développer jusqu'au début du XXe siècle avec l'effondrement de l'Empire ottoman. J'ai essayé de comprendre tous les débats, les controverses qu'il y a eu au moment de ce que l'on a appelé l'âge d'or de l'islam jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, entre les théologiens, les philosophes, dont certains sont connus et bien connus en Europe, les scientifiques également. Donc, on considère que l'islam est quelque chose de sclérosé. En fait, on se rend compte que historiquement, il y a eu des débats extrêmement à la fois libres mais aussi violents, dans lesquels très tôt les politiques se sont mêlés. Donc ça aussi, c'était important de le voir. J'ai essayé de montrer dans le livre également un élément important, c'est qu'à partir du XIIe, XIIIe siècle, pour des raisons politiques essentiellement, le dogme religieux l'a emporté sur la liberté religieuse, dans l'islam, s'entend. Et qu'à partir du moment où il y a eu cette fermeture en termes politiques et en termes religieux, il y a eu un effacement progressif à la fois politique et économique du monde musulman et un déclin très évident en termes économiques et en termes politiques qui va être consacré par une rupture fondamentale dans le développement du monde musulman, qui est la reconquête espagnole et donc 1492 pour faire court. À partir de 1492, le monde change et le monde musulman va être complètement marginalisé. Il faut se rappeler que jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, il y avait une seule route commerciale au plan international qui reliait l'Asie à l'Europe, c'était le monde musulman. Tous les échanges commerciaux passaient par le monde musulman. Et donc, la force économique et politique du monde musulman, des différents empires, venait principalement de ce fait. Avec le Nouveau Monde, avec les nouvelles routes commerciales par le sud de l'Afrique, etc., le monopole qui était détenu en termes commerciaux échappe totalement au monde musulman et le monde économique va se déplacer vers l'Amérique, vers le Nouveau Monde, avec de nouvelles richesses, de nouveaux territoires. À cela s'ajoute, à cette rupture politique et commerciale, s'ajoutent deux événements essentiels qui marginalisent davantage le monde musulman. C'est la révolution industrielle. Le monde musulman, qui est alors en déclin, a été incapable d'enclencher une révolution industrielle. Et elle va se développer sur plusieurs siècles en Europe. Et troisième événement fondamental, c'est que c'est également en Europe que naît la démocratie moderne, avec la première démocratie, la première monarchie constitutionnelle de l'histoire au Royaume-Uni. Et donc, on a un monde musulman qui voit passer le train de la modernité et qui est en déclin. Première rupture fondamentale. Deuxième rupture qui apparaît
à l'examen de l'histoire, c'est que avec le colonialisme, le monde musulman va subir cette fois-ci non plus une rupture simplement en termes économiques, commerciaux et en termes de politique, en termes de naissance de la démocratie. Il va, pour la première fois de son histoire, avec l'effondrement de l'Empire ottoman au début du XXe siècle, pour la première fois de son histoire, le monde musulman, qui était dominant dans son empire, qui avait donc un empire qui lui appartenait et un empire où sa religion était dominante, se retrouve en situation de monde dominé. Il est à la fois dominé sur ses propres territoires avec le redécoupage des différents pays du Moyen-Orient que nous connaissons aujourd'hui, et il est également, plus que cela, dans les pays développés, ou qui allaient connaître le développement, progressivement, au XXe siècle, un certain nombre de musulmans vont venir s'installer par le biais des phénomènes migratoires qui débutent au début du XXe siècle, et nous allons avoir une situation nouvelle pour le monde musulman, c'est que dans les pays développés ou dans les pays occidentaux, il y a désormais une minorité musulmane, et ça, le monde musulman ne l'avait jamais connu. Donc, en même temps que l'islam s'universalise, sort des frontières de l'empire musulman pour avoir des minorités dans les différents pays, il a des populations musulmanes minoritaires, ce qui va bien entendu changer complètement la donne en termes de rapport à l'islam et de rapport aux sociétés dans lesquelles vivent les musulmans. Donc cette question est importante et on constate, quand on remonte ainsi les choses, que le monde musulman va connaître un troisième bouleversement qui est fondamental, aussi pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dès le début du XXe siècle, au moment de l'effondrement de l'Empire ottoman, il y a une donne géostratégique qui apparaît et qui est source de changements profonds dans le monde musulman, au-delà du découpage des pays auquel donne naissance le colonialisme britannique et français de l'époque. Il y a un élément majeur de la vie économique mondiale, c'est le pétrole qui apparaît. Le pétrole apparaît dans cette zone-là comme par hasard, et le pétrole ne va plus cesser jusqu'à aujourd'hui de conditionner pour une grande partie le rapport du monde occidental au monde musulman, en tout cas au monde arabo-musulman, puisque ce sont là que les réserves pétrolières et gazières sont les plus importantes. Et on constate que plus précisément, depuis les 30 ou 40 dernières années, que le monde, on peut le dater après la chute du mur de Berlin, l'Occident n'a plus d'ennemis en Occident. On n'est plus dans la guerre froide, on n'est plus dans l'ennemi, dans les rapports Est-Ouest. Le monde occidental, ou le monde de l'économie en général, pour faire court, a besoin d'un nouvel ennemi, et cet ennemi nouveau, c'est le monde musulman. C'est dans le monde musulman, quand on regarde l'histoire, que tous les nouveaux conflits, les plus dévastateurs, se sont développés depuis 30 ou 40 ans. Et qui ont fait, rappelons-le quand même, quelques 3 millions de morts dans le monde musulman, qui ont fait 10 millions de déplacés et de réfugiés, et qui ont fait des millions de blessés, etc., etc. Donc c'est essentiel de bien comprendre que autour de cette question de l'enjeu géostratégique énergie et lié à l'énergie et au développement de ce qu'on peut appeler la mondialisation de manière globale, il y a là un monde qui est l'épicentre des conflits. Et cet épicentre des conflits est d'autant plus important que non seulement il met en jeu des quantités essentielles de réserves en termes d'énergie, parce que le modèle économique mondial aujourd'hui est très énergivore en ressources non renouvelables. C'est aussi un problème important, peut-être qui explique les freins qu'il y a encore à la COP 21 et sur les questions environnementales.
Mais il y a aussi le fait qu'à côté de cet aspect énergétique, il y a un secteur de l'économie mondiale qui fait d'énormes affaires dans le monde musulman et en particulier au Moyen-Orient, c'est le secteur militaro-industriel. Il faut savoir que désormais, le Moyen-Orient est devenu le premier client de l'économie de l'armement. Mieux que cela, au sein de cette économie de l'armement, l'Arabie saoudite est le premier client devant l'Inde. L'Inde qui a 1,4 milliard d'habitants, qui est en rivalité stratégique avec la Chine, etc. Ce pays importe aujourd'hui moins d'armement que l'Arabie saoudite. Pire que cela, lorsque d'autres pays du Moyen-Orient n'ont pas les moyens financiers d'acheter de l'armement, un pays comme l'Égypte, par exemple, qui a des grosses difficultés en termes d'achat déjà de produits alimentaires, etc., achète de l'armement en ayant recours à l'Arabie saoudite qui est prête à financer, rubis sur ongle, l'achat d'armement. Et donc on a là deux secteurs d'activité économique extrêmement essentiels pour la mondialisation qui expliquent aussi en partie ce qui se passe dans le monde musulman. Alors, vous me direz, si on vous comprend bien, le problème du terrorisme, c'est le problème de l'Occident, c'est le problème des intérêts économiques, géostratégiques, c'est le problème du colonialisme, etc. Ce n'est pas aussi simple. Quand on regarde historiquement les choses, on se rend compte que, et là je reviens au temps long, dès la mort du prophète en 632, s'est posé un problème clé qui était le problème de la succession. On a un empire musulman qui est naissant, qui est, pour faire court, juste au niveau de ce que l'on connaît aujourd'hui de l'Arabie saoudite, c'est un peu ça, l'empire musulman à ce moment-là. Ça ne sort pratiquement pas des frontières de l'Arabie. Et il y a une succession. Or, dès la succession, on se rend compte que les problèmes politiques vont prendre le pas sur les problèmes religieux. Il était bien entendu évident qu'on ne pouvait pas succéder au prophète en tant que prophète, puisqu'il était le dernier. Dans le Coran, c'est le dernier des prophètes, donc on ne peut pas remplacer le prophète par un autre prophète. Donc il n'y avait pas de possibilité de succession en termes religieux. La succession va donc être essentiellement une succession en termes politiques. Et à ce moment-là, donc, dès son décès, trois types de légitimité vont s'opposer violemment. Première légitimité, c'est qu'un certain nombre de gens qui avaient accompagné le prophète lorsqu'il avait fui la Mecque et qu'il avait essayé de combattre les polythéistes, ceux qui l'ont recueilli dans la ville de Médine, qui ne s'appelait pas comme cela à l'époque, disent « Nous sommes ceux qui l'avons recueilli, qui lui avons permis de reconquérir la Mecque, et donc ça doit être l'un d'entre nous qui doit être le successeur du prophète. » Deuxième type de légitimité, le gendre du prophète dit « Je suis le gendre du prophète, j'ai épousé sa fille, et donc je suis habilité à être son successeur, et donc je souhaiterais la légitimité familiale, entre guillemets. » Et puis il y a une troisième source de légitimité qui apparaît dans les confrontations, c'est les compagnons du prophète, mais qui étaient de la même tribu que lui, de la tribu qu'on appelle la tribu des Quraysh, qui avait toujours géré la Mecque, qui disent « Non, c'est un membre de notre tribu qui doit avoir la succession. » Donc on a trois types de succession Donc il y a eu des confrontations au moment à la fois verbale et presque physique entre les différentes légitimités. Finalement, le pouvoir de succession a été conquis par la tribu. Alors c'est important ça, parce que
un des éléments qui va marquer le monde musulman, je pourrais dire jusqu'à aujourd'hui, c'est le fait que, bien qu'il y ait eu la révolution religieuse, avec l'apport du Coran, l'apport de la nouvelle religion, en termes politiques, on reste sur une logique tribale, une logique clanique. Et ça n'est pas rien, puisque la tribu Quraysh va pratiquement diriger le califat pendant 13 siècles. Il n'a jamais été question, en tout cas possible, de sortir de la logique de la tribu, et pas de n'importe quelle tribu, de la tribu liée, et des souverains d'aujourd'hui continuent d'ailleurs de se réclamer de cette légitimité, que ce soit au Maroc, que ce soit en Jordanie, en disant nous sommes des descendants du prophète, donc de la tribu du prophète. Et alors cet élément est fondamental, ça veut dire que la politique, la légitimité en termes politiques va s'imposer et on va très vite oublier les questions religieuses pour s'intéresser à la politique, au mode de gouvernance, et à partir de ce moment-là, on va appeler le mode de gouvernance qui va se développer dans le monde musulman le califat voulant dire simplement la succession. C'est un terme qui a perdu son sens aujourd'hui, mais ça voulait bien dire la succession. Et cette succession va connaître un deuxième approfondissement en termes politiques, c'est que pendant 4 califes, les 4 premiers califes, vont être effectivement des gens qui vont être cooptés par les compagnons du prophète, qui sont tous de la même tribu et qui vont successivement occuper, à la mort de chacun du précédent, vont occuper le poste de calife, avec une double mission à chaque fois, faire l'expansion de l'islam en dehors de l'Arabie et en même temps mettre en place des systèmes politiques de gouvernance des nouvelles provinces qui vont être conquises dans le cadre de l'empire qui est toujours un empire arabo-musulman, mais qui sort des frontières de l'Arabie, qui va aller s'étendre très rapidement jusqu'à Constantinople dans des batailles contre Byzance et jusqu'à l'Andalousie, comme vous le savez, en passant par le Maghreb, etc. Et ça, pendant les 4 premiers califes, ça paraît tout à fait logique, ça reste logique avec le mode de succession de départ, sauf qu'on constate au passage que sur les 4 califes, 3 ont été assassinés. Ça commence mal. Les problèmes politiques deviennent violents. Et le dernier calife, qui est le gendre du prophète, donc Ali, va lui non seulement être assassiné, mais il est destitué en tant que calife par le premier, on pourrait appeler ça aujourd'hui en termes modernes, premier coup d'État dans le monde musulman, puisque c'est un gouverneur de Damas, donc on est toujours déjà, Damas est au cœur de la question, c'est le gouverneur de Damas qui est un cousin du précédent calife, qui va venir venger le prédécesseur et qui va prendre de force le califat et qui va s'imposer. Et il va s'imposer d'autant plus violemment que dès qu'il s'impose comme calife de force, que Ali est assassiné, le fils d'Ali, Hussein, va essayer de remplacer son père en tant que calife. À un moment donné, il y a 2 califes en même temps. Et Muawiyah, celui qui a donc fait le coup de force, va pratiquer la première décapitation. Et avec Muawiyah, nous avons la première décapitation, et ce n'est pas n'importe qui est décapité, c'est le petit-fils du prophète, c'est-à-dire le fils d'Ali. Là, on se dit, c'est donc plus seulement un problème d'islam. On a des musulmans d'un côté, on a des musulmans de l'autre. On en a un qui est le petit-fils du prophète, et il y a un coup de force, et il y a une décapitation. Et à partir de cet instant, l'empire arabo-musulman va se réduire à 2 dynasties jusqu'à
pratiquement jusqu'au début du XXe siècle, une dynastie qui s'appelle les Omeyyades, donc qui vient de Muawiyah, mais qui sont toujours la même tribu, encore une fois, c'est deux clans de la même tribu, qui eux vont rester peu de temps. Puis ensuite, un des oncles du prophète, Abbas, va combattre contre cette première dynastie, va prendre le pouvoir avec ce qu'on appelle la deuxième dynastie, la dynastie des Abbassides, qui, elle, va durer pendant plusieurs siècles. Donc, on voit que, là aussi, je ne rentre pas dans les détails à l'intérieur des dynasties, comment se passe le pouvoir, mais c'est très rarement pour des raisons religieuses, et c'est très souvent pour des raisons de lutte de pouvoir, y compris entre frères, entre cousins, entre membres d'une même tribu, etc. Donc, tout occupé à maintenir le califat, donc la succession sous cette forme de gouvernance, tout occupé à continuer de gérer les provinces avec, alors on ne peut pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais avec des modes de gestion économique très proches à la fois des systèmes rentiers, des systèmes de prédation, des systèmes où on base tout sur l'essentiel sur le commerce et très peu sur les activités productives, on arrive à des empires qui très rapidement vont ne pas avoir de solution en termes politiques, pas de solution en termes économiques. Et lorsque, comme je le disais tout à l'heure, l'Europe va pouvoir se détourner de la route commerciale passant par le monde musulman, c'est le déclin et l'effondrement annoncé qui va, disons, débuter. Alors, ce qui sauve, entre guillemets, pour un certain temps, l'empire musulman, c'est que de l'intérieur du monde musulman, de nouveaux empires vont apparaître, qui vont avoir pour particularité de n'être plus des empires arabes, mais qui vont être des empires non arabes. En d'autres termes, le califat arabe aura vécu. On voit apparaître trois grands empires qu'on va retrouver jusqu'à aujourd'hui. Les Seldjoukides, d'origine turque, les Safévides, qui sont d'origine iranienne, et les Moghols, qui sont d'origine mongole. On a trois empires qui vont, sans remettre en cause totalement l'empire abbasside, vont, à l'intérieur de l'empire, constituer d'autres empires. Sans compter les royaumes berbères au Maghreb, qui mettent en cause également, du côté du Maghreb, le califat abbasside. Et donc on a de l'intérieur un empire musulman qui est confronté à d'énormes contradictions internes, d'énormes conquêtes, qui signifie une chose importante, c'est que dans toute cette ère musulmane, on accepte l'islamisation, on accepte le passage au monothéisme, mais on n'accepte pas le pouvoir arabe. Et en tout cas le pouvoir du califat tel qu'il est monté à l'origine. Et pendant un certain nombre de temps, à partir du Maghreb par exemple, c'est un empire berbère du Maroc qui va, j'allais dire, qui va gérer l'Andalousie. Ça n'est plus Damas, ça n'est plus Bagdad, ça n'est plus le Moyen-Orient. Donc on a comme cela des... Et bien entendu, derrière ces confrontations, il y a, mais j'y reviendrai aussi dans un instant, il y a, pour justifier la contestation, il y a fondamentalement des idéologies religieuses différentes. C'est-à-dire qu'on va avoir apparaître, au fur et à mesure du développement de l'Empire, des ruptures en termes religieux, des schismes de plus en plus. Par exemple, les chiites sont les partisans d'Ali, le gendre du prophète. C'est d'abord une rupture politique, mais c'est ensuite une rupture qui trouve son fondement religieux. On trouve dans les textes de quoi alimenter la rupture politique. Et puis cette rupture politique et cette rupture religieuse, on va la retrouver au moment des débats et des controverses, on va la retrouver dans une vision différente en termes juridiques. Aujourd'hui, on dit la charia. Charia, quand vous regardez le monde musulman, c'est une dizaine d'écoles juridiques
Et c'est concrètement à l'intérieur des écoles juridiques sur le terrain des codes juridiques complètement différents d'un pays à l'autre. Le code juridique de la Turquie n'est pas celui de l'Algérie, celui de l'Algérie n'est pas celui du Maroc, celui de l'Arabie Saoudite n'est pas celui de la Jordanie, etc. Donc, il y a eu les conflits politiques se sont traduits par des conflits en termes théologiques, en termes juridiques et même en termes scientifiques, où vous avez au niveau scientifique ceux qui considèrent tout au long de cette évolution, principalement les théologiens, qu'il y a deux types de sciences, les sciences religieuses et les sciences humaines, et que les sciences les plus importantes, ce sont les sciences religieuses. Et que puisque les sciences religieuses sont les plus importantes, c'est la foi qui domine la raison. Vous voyez tous les débats que cela entraîne. Et vous avez à l'inverse d'autres philosophes, d'autres scientifiques qui disent non, attention, il y a bien les sciences religieuses et les sciences humaines, mais la primauté au niveau des sciences, c'est les sciences humaines, parce que justement, elles recourent à la raison. Et donc, c'est elles qui éclairent les sciences religieuses. Et c'est tout le débat que vous connaissez très bien à travers Averroès. Et malheureusement, et vous avez quelqu'un qui est moins connu peut-être en Occident, qui est Ibn Khaldoun, qui est un peu plus tardivement au XIVe siècle, qui dit effectivement, il y a bien deux sciences, mais moi je vais mettre tout le monde d'accord, il y a les sciences religieuses qui utilisent la foi, et il y a les sciences humaines qui utilisent la raison. Ce sont deux domaines différents, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et moi, pour la gestion de l'au-delà, ce sont les sciences religieuses, pour la gestion ici-bas, ce sont les sciences humaines, et vous savez tous que Ibn Khaldoun a été le précurseur en matière d'histoire, en matière d'analyse historique, en matière d'analyse de son époque, etc. Et qu'il a été un des précurseurs de bien des sciences humaines à l'échelle mondiale. Donc voilà Alors, juste pour terminer cette présentation, au bout du compte, qu'est-ce que l'on constate? On constate que globalement, l'islam a été au cœur, en tout cas soumis à un triple piège. Un triple piège. Premier piège, c'est le dogme religieux qui lui a été imposé, alors que, on va pouvoir en discuter, que dans les textes fondateurs, il est clair que Dieu a créé l'homme libre, y compris vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que dans le Coran, Dieu autorise la créature qu'il a créée, l'homme, à ne pas croire en lui. Dans le Coran, l'athéisme existe. Aujourd'hui, quand on en parle, y compris avec des islamistes, ça leur fait pousser les cheveux sur la tête. Donc cette liberté, donc le dogme, c'est important, le premier piège. Le deuxième piège, c'est les autoritarismes qui n'ont cessé de se développer en termes politiques dans l'Empire musulman d'abord, puis dans les régimes nés des indépendances. On aurait pensé, et un courant de pensée de la fin du XIXe siècle, ce qu'on a appelé la Nahda, la Renaissance, a pensé qu'en même temps qu'on se débarrasserait du colonialisme, on pourrait accéder à la modernité et à la science et à la démocratie. Le nationalisme en a fait autre chose. Les pays se sont bien libérés du colonialisme, mais ils se sont arrêtés là et ils ont reporté la démocratie aux calendes grecques. Et nous le savons tous, dans les pays musulmans, des régimes autoritaires qui, bien entendu, pour pouvoir asseoir leur autorité, ont continué de se soumettre à la religion. Ce n'est pas un hasard si dans tous les pays musulmans, pour l'essentiel, l'islam est religion d'État. Ça veut dire quoi en termes politiques? Ça veut dire que la religion est sous l'autorité de l'État, sous l'autorité du politique. Et ça n'est pas anodin de dire cela, parce que, à cause de ce deuxième piège, les nationalismes vont, j'allais dire, promouvoir, consciemment ou inconsciemment, leur opposition la plus radicale. Puisque votre autorité se soumet à la religion, nous allons, nous, islamistes, proposer des systèmes de gouvernance où la religion va se soumettre à l'État. Et on passe de l'islamisme d'État à l'État islamique. Et ça,
Et troisième piège, c'est le système donc capitaliste depuis sa période esclavagiste, coloniale, jusqu'à sa phase moderne, où je le disais, pour des raisons économiques et géostratégiques, le découpage qui a été fait du Moyen-Orient à coups de ciseaux entre Sykes et Picot n'a peut-être pas donné les meilleurs résultats en termes de gouvernance dans tous ces pays musulmans. Donc quand on voit ce triple piège a donné naissance à des monstres. Et ces monstres, c'est le terrorisme dans les pays musulmans, mais c'est surtout, depuis un certain nombre d'années, le terrorisme à l'échelle mondiale. Alors, que retenir de tout cela? Un peu l'image que je garde de tout ce travail, c'est que, d'une part, même si on devait, et c'est souhaitable, éradiquer certaines organisations terroristes et en premier lieu Daesh, il n'est pas évident, compte tenu de tout cela, que ça règle le problème de l'instabilité des conflits à l'échelle du monde musulman et probablement à l'échelle de la planète. Donc ça aussi, ça veut dire qu'il faut, au-delà du terrorisme, qu'il faut réfléchir sur le temps probablement plus long que court-termiste, comme dans le cas du terrorisme, réfléchir à la question de l'autoritarisme dans les pays musulmans, comment faire passer ces pays à la démocratie autrement qu'en déclenchant des guerres comme les Américains en Irak en 2003, quelles sont les voies d'une possibilité de démocratie dans ces pays, et ensuite, quelles sont les possibilités dans ces pays également de passer de manière plus large à la liberté au sens large, parce qu'il ne faut pas se méprendre, et on le voit à travers ce travail que j'ai effectué. Au fond de tout cela, depuis le début, la vraie question, c'est la question de la liberté. La liberté existe dans les textes fondamentaux de l'islam, et depuis lors, toute la question est, est-ce qu'on laisse les gens libres ou est-ce qu'on ne les laisse pas libres? Et donc la bataille aujourd'hui, c'est à la fois de libérer par la démocratie les populations, mais c'est aussi de libérer l'islam qui est lui-même prisonnier des systèmes autoritaires. Et on le voit bien quand on fait la comparaison avec les autres monothéismes. Les autres monothéismes n'ont pu se réformer que parce que les sociétés dans lesquelles ils s'étaient diffusés se sont modernisées. Sans modernisation en Europe, il n'y aurait jamais eu le protestantisme. C'est parce qu'il y a eu toute la période de la Renaissance, toute la période de la Révolution industrielle, toutes les modifications en termes de modernité, que la religion est sortie du dogme également. Et un cas, par exemple, en termes économiques, qu'il faut se rappeler pour ce qui est de l'islam, par exemple, c'est que du fait que les sociétés ne se sont pas modernisées en termes économiques et en termes politiques, il y a un élément clé dans la religion qui n'a pas pu être déverrouillé, c'est la question de l'usure. Le monde musulman n'a jamais pu trouver des formes de financement modernes à son économie parce qu'ils sont restés bloqués sur la question de l'usure, alors que dans les autres religions, et en particulier dans la religion chrétienne, on a pu passer et donner un sang nouveau en termes de financement à l'économie naissante par la révolution industrielle, etc. etc. Donc vous voyez comment les choses sont quand même plus complexes que islam coupable ou islam pas coupable, et que, en tout cas, c'était tout l'intérêt pour moi de travailler sur ce livre et puis d'en donner le fruit pour les lecteurs qui seront intéressés à ces questions. Je vous remercie.